Alors, le lendemain, 2 juillet, l'armée française est débarquée et rassemblée. Bonaparte la passe en revue et donne l'ordre de marcher sur Alexandrie. Les Français sont accueillis par des décharges d'artillerie et une fusillade nourrie. Kléber mène l'attaque. Il est blessé à la tête en escaladant les murailles de la ville. Alors, sur cette carte de la Basse-Égypte, qu'on verra quelquefois, j'ai reporté le lieu du débarquement. Le voici, Alexandre. Alors, avant de quitter Bruyès, Bonaparte lui ordonne de faire entrer les vaisseaux armés dans le port d'Alexandrie. Et, si c'est possible, dans le cas contraire, en revanche, il ordonne qu'ils aillent à Corfou. L'armée quitte Alexandrie les 6 et 7 juillet pour le Caire. Par la route la plus rapide d'Amanour, c'est-à-dire par le désert. Cette marche dans le désert est particulièrement éprouvante et pénible, d'autant que l'armée n'est pas équipée pour affronter la chaleur et que les Arabes, qui ont comblé les puits, ont aussi abandonné les villages. Cet abandon, les privations et les fatigues affectent durement l'armée. Les Français sont attaqués à 2 reprises par les Mamelouks, sans succès. Après ces accrochages, Mourad Bey, l'un des bey Mamelouks, rassemble l'ensemble de ses forces devant le Caire, 25 000 hommes environ, dont les Mamelouks sont le fer de lance. L'armée arrive au contact le 21 juillet, au point du jour. Et aperçoit en ligne de bataille cette armée. Ce sera la bataille des Pyramides. Je laisse ici la parole au général Devernois qui nous décrit le cadre à la hauteur de l'engagement qui s'annonçait. Cette multitude de guerriers qu'on allait combattre, l'éclat de leurs armes qui brillaient au soleil levant, l'aspect des 300 minarets du Caire, les bosquets de palmiers qui bordaient le fleuve, celui des larges et massives pyramides qui paraissaient assises à l'horizon pour assister à la bataille. Tout ce tableau imposant et sublime excitait parmi les soldats un vif sentiment de surprise et d'admiration. Un autre mémorialiste, Joseph Laporte, écrit: Lorsque le soleil éclaira l'horizon, nous aperçûmes les pyramides de Gizeh. L'armée fit une halte spontanée pour les saluer. Elle s'offrait pour la première fois à nos regards étonnés. Bonaparte dit alors au groupe nombreux qui l'entouraient: Soldats, vous allez combattre aujourd'hui les dominateurs de l'Égypte. Songez que du haut de ces monuments, 40 siècles vous contemplent. Ces paroles mémorables furent appréciées par les vainqueurs de Millésimaux, de Lodi, Arcole, Castiglione, Rivoli. Mourad Bey lance sa cavalerie. 8000 Mamelouks s'élancent au galop en hurlant. Nos troupes se forment alors en carré. Dont chaque côté est formé de 5 à 6 rangs, l'artillerie aux angles et l'état-major au centre. Les carrés résistent à cet assaut comme au suivant. Les chars ennemis se multiplient en vain, sans succès.
Bonaparte a détruit l'armée ennemie avec une perte d'une centaine d'hommes, alors que le sol devant chaque carré est jonché de cadavres d'hommes et de chevaux. Le 25 juillet, Bonaparte entre triomphalement dans la ville du Caire. C'était la plus grande ville du monde, 1,5 million d'habitants et une superficie supérieure à celle de Paris. Aussitôt, il organise la ville et promulgue une série de décrets. L'un d'eux institue un divan de 9 membres, comprenant les principaux chefs. Il siégera tous les jours à midi. Son rôle consiste à assurer le maintien de l'ordre, ainsi que la surveillance et l'approvisionnement des marchés. Le 14 août, Bonaparte apprend que les Anglais ont surpris notre flotte à Aboukir le 1er août et l'ont détruite. Avec l'apparence d'une froide indifférence, alors qu'il n'a plus de vaisseau pour rentrer en France, il dit: nous n'avons plus de vaisseau, eh bien, il faut rester dans ces contrées ou en sortir grand comme les anciens. Il communique la nouvelle à son entourage et décrit l'avenir de gloire et de prospérité avec un tel calme qu'il écarte des esprits toutes pensées sinistres. Miot écrit à son frère, participant écrit à son frère: le désastre d'Aboukir rend notre situation embarrassante dans ce pays. Elle enlèverait l'espérance à toute l'armée si l'on ne connaissait pas le génie du général en chef. L'armée avait confiance en Bonaparte. Examinons les faits qui ont précédé et concouru à cette funeste journée du 1er août 1998, où la marine française a perdu pour près de 150 ans la suprématie des mers. Rappelez-vous, au lendemain du débarquement, le 1er juillet, Bonaparte a donné ordre à Bruyès de faire entrer les vaisseaux armés dans le port d'Alexandrie et, si c'est impossible, qu'ils aillent à Corfou. Or, l'amiral Bruyès n'a pas exécuté l'ordre de Bonaparte de faire entrer l'escadre dans le port d'Alexandrie. En effet, faute de quelques centimètres de profondeur d'eau pour les vaisseaux qui avaient le plus fort tirant d'eau tel que l'Orient, avec ses 8 mètres, mais on n'a pas pris non plus la peine de les alléger de leur artillerie, par exemple. Il n'a pas davantage exécuté la deuxième partie de l'ordre qui prescrivait d'emmener la flotte à Corfou en cas d'impossibilité de la faire entrer dans le port d'Alexandrie, au motif qu'il ne voulait pas abandonner l'armée si elle ne parvenait pas à s'implanter durablement au Caire. Bruyès a donc disposé sa flotte dans la rade d'Aboukir, le long de la côte et au plus près du rivage. Alors j'ai fait un croquis qui, à force, nous paraît franchement ridicule, mais on voit la côte et on voit en bleu les divers vaisseaux français. Alors retrouvons maintenant Nelson, le 20 juillet, lorsqu'il quitte Syracuse. Il ignore toujours les intentions des Français. Et ce n'est que le 25 juillet qu'il apprend qu'ils sont en Égypte. Alors, tout toit dehors, il part en direction d'Égypte et arrive au large d'Alexandrie le 1er août. Vers 15 h, la flotte anglaise apparaît à l'horizon. Les deux flottes ont un nombre de vaisseaux et une puissance de feu à peu près équivalente, avec cependant un léger avantage côté français. 1180 canons contre 1012. Cependant, près de la moitié des hommes étaient à terre. Le vent souffle fort et les Anglais arrivent avec une telle rapidité qu'on n'a pas le temps de rallier tout le monde.
et que le branle-bas est fait avec beaucoup de négligence, notamment les batteries côté rivage, qui n'ayant pu, du fait de la disposition de la flotte, qui n'avait aucune raison de servir, ne sont pas dégagées de ce qui encombre les ponts, et donc sont inutilisables. Il va alors se passer quelque chose que ni Pugliese, ni même Nelson n'ont prévu. Un navire anglais s'infiltre entre la ligne française et la côte, courant le risque de s'échouer, mais d'autres le suivent. Alors qu'une autre partie de la flotte anglaise poursuit du côté haute mer, la ligne française est ainsi prise entre deux feux, d'autant qu'elle ne peut riposter avec ses canons côté terre qui sont inutilisables, comme on l'a vu. Le léger avantage de puissance de feu est donc déjà annulé. Alors là, je vais vous parler, mais ça va parler de soi-même. J'ai un tout petit problème, c'est que en me branchant sur la sono de la salle, lorsque je parle avec le micro, ça coupe le son de la salle. Et ça, c'est dommage parce que la musique vaut la peine. Alors je m'arrête un petit peu pour vous faire écouter cette musique. Vous êtes prêts? 18h30, les premiers coups de canon se retentissent. Peu après 20h, Pugliese est touché par un boulet et meurt 15 minutes après. Nelson est atteint à la tête par un fragment de mitraille. « 21h15, le feu se déclare à bord de l'Orient, qui est pris entre les feux croisés de 6 vaisseaux anglais. Il leur en faut 6 pour en détruire un, les Anglais. Bon, dont le Bellérophon, celui-là même qui emmènera Napoléon 17 ans plus tard de l'île d'Aix en Angleterre, d'où le Northumberland l'emmènera à Sainte-Hélène. « 22h45 à bord de l'Orient, c'est le sauve qui peut. Le feu redouble, les hommes se précipitent à l'eau, puis dans un fracas assourdissant, entendu à plus de 100 km, l'Orient explose comme un volcan. Projetant à 100 mètres de hauteur des cadavres déchiquetés et des débris fumants. La bataille se poursuivra jusqu'en début d'après-midi du lendemain. Le contre-amiral Villeneuve, qui était à l'arrière-garde, parvient à s'échapper avec 2 vaisseaux et 2 frégates, sans que les Anglais, très durement éprouvés également, ne puissent se lancer à leur poursuite. Les Anglais ont perdu près de 900 hommes, leurs vaisseaux sont bien endommagés, mais non coulés ou sautés. Quant aux Français, les pertes en hommes sont d'environ 4000, et la flotte est presque totalement détruite à l'exception des 4 navires de Villeneuve et des frégates débris qui n'ont pu entrer dans le port d'Alexandrie. Nelson écrira le 8 août. Intercepter toutes les dépêches de Bonaparte pour la France. Son armée est dans un guêpier et n'en sortira plus. C'était aller un peu vite en besogne et méconnaître les facultés et les ressources de Bonaparte et du soldat français. Nelson l'avait enfermé dans ce pays, eh bien, il le gouvernera. Il cumulera les fonctions de général en chef et de chef d'État. Napoléon perçait déjà sous Bonaparte durant cette année en Égypte. L'abattement relatif de Bonaparte, et encore uniquement en compagnie de ses proches, est de courte durée. En effet, il se remet vite, lui et ses cadres, au travail. Ainsi, il crée l'Institut d'Égypte, à l'instar de son aîné de France, par un décret du 3 Fructidor 6, 22 août 1798, publié dans le journal La Décade d'Égypte. Le décret stipule que l'Institut a pour objet de s'occuper
du progrès, c'est les instructions qu'il a reçues, et de la propagation des Lumières en Égypte, de la recherche, de l'étude et de la publication des faits naturels, industriels et historiques de l'Égypte, mais également de donner son avis sur les différentes questions pour lesquelles il sera consulté par le gouvernement. Et les premières questions posées sont très pratiques, vous allez voir. Y a-t-il un moyen de remplacer le houblon dans la fabrication de la bière? Mais aussi, l'Égypte renferme-t-elle des ressources pour la fabrication de la poudre? Bonaparte installe l'Institut d'Égypte dans le bâtiment qui sera malheureusement incendié au cours du printemps arabe, le 18 décembre 2011. Ne restant pas inactif, Bonaparte organise et participe à une série de fêtes. La cérémonie du Nil, par exemple. Quand le nilomètre indique que le moment est venu, cette année-là, ce sera le 18 août 1998, on ouvre les vannes qui retiennent les eaux du Nil et on les laisse envahir certains quartiers bas du Caire, ce qui a l'avantage de nettoyer la ville, efficace, et de fertiliser les sols dans les campagnes. Ou la fête de l'Aïd el-Kébir. Elle tombe cette année-là, le 20 août. Bonaparte l'a fait célébrer avec le plus d'éclat possible. Ou aussi, ainsi que l'anniversaire du premier jour de l'année du calendrier républicain, le 22 septembre. Les notabilités égyptiennes et françaises sont invitées à un banquet par le général en chef. Mais, le 9 septembre, la Turquie, attisée par l'Angleterre, rompt avec la France et s'allie aux Anglais. Les agents de ces deux nations, déguisés en mendiants ou en marchands, attisent le fanatisme religieux, relayé par les imams et la mosquée El-Azhar. Et le 21 octobre 1798, dès l'aube, les muezzins, du haut de leur minaret, exhortent la population à la guerre sainte. Une foule excitée crie et ravage et pille toutes les maisons occupées par les Français, et toute la ville est vite en état de révolte, qui se transforme en pillage. Bonaparte ne se pentant pas homme à tolérer les émeutes de la foule. Il en faudrait bien un actuellement. Non, d'accord. Tant pis. Mais il en faut un. Il ordonne à l'infanterie d'entrer en action. Et les rues sont balayées par des fusillades. Les rebelles se replient sur la mosquée El-Azhar. Et la rébellion est rapidement circonscrite à la mosquée qui sera investie par les grenadiers à la baïonnette. Et non pas Bonaparte à cheval comme l'artiste Henri Léopold Lévy le représente sur cette toile de 1875. Voilà, l'insurrection terminée. Ah, ça vous la pète cette musique. Bonaparte fait preuve de clémence. Notamment à l'égard du cheikh qui est soupçonné d'être à l'origine de la révolte. Les cheikhs et imams de la mosquée se rendent au palais et se jettent aux pieds de Bonaparte, exprimant leur reconnaissance. À Kléber, qui s'étonne de cette clémence, il répond: Ce peuple, il lui faut des chefs. J'aime mieux qu'il y ait des chefs d'une espèce pareille à celui-ci, qui ne peut ni monter à cheval, ni manier le sabre, que de lui en voir comme Mourad Bey. La mort de ce vieillard impotent ne produirait aucun avantage et aurait pour nous des conséquences plus funestes que vous pensez. Alors, le travail des savants va bientôt commencer, car après la bataille des pyramides, Mourad Bey s'est retiré vers la Haute-Égypte. Bonaparte confie au général de Zec et aux 3000 hommes de sa division la poursuite de Mourad Bey et la pacification de la Haute-Égypte. Ils partent le 25 août et 5 mois plus tard, ils sont maîtres de la Haute-Égypte. Les savants. Ces savants ne sont pas autorisés à suivre de Zec, car le pays n'était pas encore pacifié. Seul Dominique Vivant de Nom
enfant de Chalon-sur-Saône, âgé de 51 ans, graveur, écrivain, diplomate, grand voyageur et volontaire pour suivre de zèle. Il y est exceptionnellement autorisé par Bonaparte. Napoléon dit dans ses mémoires dictées à ses compagnons de Sainte-Hélène: c'était à la fois une opération militaire importante et un voyage scientifique d'un grand intérêt. Pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain, une nation civilisée et cultivant les sciences et les arts allait visiter, mesurer, fouiller ces superbes ruines qui occupent depuis tant de siècles la curiosité de tout ça. Je laisse un peu faire la musique. Et quand Vivant de Nom arrive dans la Thébaïde, il va d'émerveillement en enchantement. Il ne cesse de prendre des notes, de dessiner dans des conditions souvent acrobatiques, à cheval, sur un genou, sur le dos d'un soldat. Et le 24 janvier 1999, quand il arrive à Dendera et voit le temple, il écrit: au travers de cette porte, j'aperçus le temple. Je voudrais pouvoir faire passer dans l'âme de mes lecteurs la sensation que j'éprouve. J'étais réellement dans le sanctuaire des arts et des sciences. Je ne devais pas espérer de rien trouver en Égypte de plus complet, de plus parfait que Dintira. Et quand, dans ce même temps, il découvre le fameux zodiaque, il écrit: j'avais aperçu sur des plafonds les systèmes planétaires, les zodiaques, les planisphères célestes, présentés dans une ordonnance pleine de goût. Et je n'avais que quelques heures pour observer, pour réfléchir, pour dessiner ce qui avait coûté des siècles à concevoir, à construire, à décorer. L'ensemble et l'harmonie régnaient partout. C'est un bas-relief en plafond d'une chapelle élevée sur le toit du temple de Dendera. En 1821, il a été démonté et transporté en France. Il se trouve actuellement au Louvre. Et si vous voulez le voir, faites comme moi, parcourez une bonne partie du Louvre, et si vous avez la chance de trouver une petite porte à droite, vous allez voir. C'est inadmissible. À Luxor, il remarque: ce qu'il y a de plus colossal, ce sont 14 colonnes de 6 pieds de diamètre, et à sa première porte, 2 figures en granit, enterrées jusqu'à la moitié des bras, devant lesquelles sont les 2 plus grands obélisques connus et les mieux conservés. Alors, pendant que Vivant de Nom explore la Haute-Égypte et s'extasie sur les magnifiques monuments qu'elle renferme et les dessine, Bonaparte tente de remplir l'une des missions qui lui a été confiée par le directoire. Il fera couper l'isthme de Suez. En d'autres termes, il examinera comment on pourrait relier la Méditerranée à la mer Rouge. Et le 24 décembre 1998, Bonaparte part pour Suez. Il est accompagné de plusieurs généraux et de quelques membres de la Commission des arts et des sciences, notamment l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Jacques-Marie Lepère. Il existait, au temps des pharaons, un canal creusé au XIXe siècle, avant notre ère, sous le règne de Sésostris III, qui reliait indirectement les deux mers par le bras oriental du Nil. Ce canal a été abandonné au 7e siècle de notre ère, et Bonaparte en redécouvre les vestiges lors de cet épisode. N'oubliez pas de couper votre téléphone. De retour au Caire, il confie à Lepère le soin d'étudier le percement de l'isthme de Suez. Lepère prévoit de faire déboucher son canal à Alexandrie. Ce serait un canal à écluse, car il avait calculé que la mer Rouge était plus haute que la mer Méditerranée d'une dizaine de mètres. Il se trompait. La différence n'est que d'1 mètre environ. Aujourd'hui,
le canal de Suez relie les deux mers sans écluse. Ce canal, creusé à partir de 1859, est inauguré 10 ans plus tard, le 17 novembre 1869, par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Ainsi, 70 ans après Bonaparte, la boucle est refermée et l'affaire reste de la famille, dirons-nous. L'ordre rétabli au Caire, la paix en voie de régner dans toute l'Égypte, l'Institut d'Égypte poursuit ses travaux. Ainsi, une partie des savants étudie les monuments de la Thébaïde, une autre invente ou fabrique ce dont on manque, tel Nicolas Jacques Comté fabrique des outils, ou Champit la poudre à canon. Dolomieu fait l'inventaire minéralogique du pays. Geoffroy de Saint-Hilaire recense la flore et la faune. Le tout sous l'impulsion de Bonaparte à Kirganicha. Il est à la fois ministre de la Guerre, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Il fait son apprentissage chef d'État. Mais les Anglais, à nouveau, qui n'étant pas parvenus à leur fin avec la révolte du Caire, poussent les Turcs à mettre en mouvement deux armées pour chasser les Français d'Égypte. Une de ces armées doit débarquer dans le delta et l'autre, par voie de terre, descendre par la Syrie avec à sa tête Gésard, le pacha de Saint-Jean d'Acre. Bonaparte, qui n'est pas d'un tempérament comme l'a vu à attendre l'attaque, décide de prendre les devants. Et, alors qu'il est à peine rentré de son expédition à Suez, il part, le 10 février 1999, en direction de la Syrie, à la tête de 13 000 hommes et de ses meilleurs généraux, Régnier, Kléber, Bon, Lannes, Murat, Caffarelli, tous des hommes qu'on reconnaîtra plus tard sous l'Empire. Il fait embarquer les grosses pièces de canon de siège sur ce qui lui reste d'une flotte. Les plateformes de la côte, les places fortes de la côte tombent les unes après les autres. El Arish, Gaza, Jaffa, qu'il prend après 5 jours de siège, le 9 mars. La peste, qui était déjà apparue à Alexandrie, éclate, alors avec violence. Il mourrait environ 30 soldats par jour. Et c'est pour enrayer la panique que Bonaparte visite les pestiférés de Jaffa. Le médecin Desgenais relate les faits dans ses souvenirs. Écoutez. Le 11 mars, il se rendit à l'hôpital suivi de son état-major. Se trouvant dans une chambre étroite et très encombrée, il aida à soulever, ou mieux à porter, le cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par l'ouverture spontanée d'un énorme bubon. Par ailleurs, Desgenais s'inocule la peste. Du jour au lendemain, le moral des troupes se raffermit. Et le 19 mars, l'armée arrive en vue de Saint-Jean d'Acre. Bonaparte ne peut qu'entamer les remparts de la place, car les canons ceux dont il dispose sont insuffisants. D'autre part, les pertes sont importantes, tant en hommes qu'en officiers, un officier de qualité, tel que le commandant du génie, Caffarelli. Une plaque rappelle ses souvenirs. Bonaparte apprend que les Anglo-Turcs s'apprêtent à débarquer en Égypte. Son armée s'amoindrit alors que l'ennemi reçoit des renforts. Il tente alors un dernier effort, Murat, en vain. Le 17 mai, il décide de lever le siège. Et le 20 mai, l'armée se met en marche, direction le Caire. Pour la première fois de sa vie, Bonaparte a dû reculer. Il dira plus tard à Berthier. C'est devant Acre que ma fortune a tourné. S'il n'a pas pu prendre la ville de Saint-Jean d'Acre, il remplit son but initial en battant et détruisant néanmoins l'armée turque le 16 avril à la bataille de Montabor, où se sont distingués successivement Junot et Kléber, à 1 contre 8 avant l'arrivée de Bonaparte, marchant au canon, qui emporte la décision.
Voilà, pour son entrée au Caire, le 14 juin, Bonaparte prend soin de se faire précéder par une partie de sa cavalerie qui répond à la nouvelle de ses victoires, de sorte qu'il est accueilli avec faste et de nombreux cadeaux. C'est à cette occasion qu'il lui est offert, au nom de la ville, un superbe cheval, dont la bride est tenue par un jeune mamelouk. Nommé Roustan, qui fait partie du cadeau. Roustan suivra Bonaparte dans toutes ses campagnes jusqu'en 1814. Il est présent sur toutes les toiles de bataille de l'Empire. Par exemple, sur ce tableau bien connu de la bataille d'Austerlitz, celui de la bataille d'Eylau, ou celui de la blessure de Napoléon à Ratisbonne. Il sera remplacé suite à un malentendu entre Napoléon et Roustan à Fontainebleau en 1814 par un Français né à Versailles, Louis-Étienne Saint-Denis, qui s'appellera Mamelouk et prendra le nom d'Ali, et qu'on n'appellera plus que le Mamelouk Ali. Il est rarement présenté, si ce n'est ici. Sur ce tableau de la mort de l'empereur Saint-Hilaire. Alors maintenant, je vais vous parler du travail des savants. On va voir la naissance de l'égyptologie et les conséquences politiques de cette expédition.